Salut! Je vous avais pas vu. Je me laissais aller sur ces magnifiques plaines de gelato. Le premier qui m'emmerde parce que ça vient pas de Super Mario 64, je le plonge dans de l'acide. Parce que si vous voulez, vous auriez juste pu avoir ça. C'est déprimant cette vue sans relief. Alors, bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir 10 mystères liés au jeu Super Mario 64. Vous êtes content, non? Passe-toi, toi. Alors, vous êtes prêts? On va monter tour à tour les étapes, petit à petit gravir les échelons. De la plage jusqu'au ciel pour arriver à la route arc-en-ciel. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. En janvier 1997, soit moins d'un an après la sortie de Super Mario 64, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, est interviewé sur une potentielle nouvelle aventure du plombier qui serait une suite à Mario 64. Il déclarera cette année-là que oui, un Super Mario 64 2 est prévu, et même qu'il sortira sur la Nintendo 64 DD, le support CD de la Nintendo 64, et qu'il sera révolutionnaire. Mais cette version du jeu est abandonnée. Le jeu sera ensuite mentionné à l'E3 de 1997, avant de revenir sur la table en 99. Cette année-là, Miyamoto déclarera posséder une cartouche prototype avec Mario et Luigi dessus, qui tourne sur son PC depuis un an. Ce prototype était prévu pour une toute nouvelle machine de chez Nintendo, probablement le GameCube. Miyamoto explique également aux journalistes cette année-là que le multijoueur est le premier aspect qu'il veut implémenter dans le jeu. C'est ensuite en 2000, lors d'un Space World, un événement centré sur le jeu vidéo, que pour la première fois quelque chose de concret est montré avec une démo technique d'un nouveau jeu Mario. Il est annoncé comme une suite à Mario 64 et il s'appelle Mario 128, la démo présentant la puissance du GameCube, la future nouvelle console de Nintendo. L'année d'après, au même event, c'est cette fois-ci Super Mario Sunshine qui est dévoilé, un jeu qui sortira en 2002 et qui d'après Miyamoto était un nouveau projet à part de son Mario 128. Mais finalement Mario 128 ne sortira jamais sur GameCube, Miyamoto confirmant en 2004 que le jeu pourrait migrer vers la Nintendo Revolution, la future console Wii. De 2003 à 2005, plus aucune image, et Miyamoto continuera de confirmer que le projet existe toujours et qu'il sera aussi révolutionnaire que son petit frère, malgré l'arrivée de Super Mario Galaxy. Finalement, Miyamoto annonce la fin du projet en 2006 et une bonne partie des idées seront justement rajoutées à des jeux comme Mario Galaxy. La plupart des idées seront cependant réutilisées pour créer un tout nouveau jeu dans une toute nouvelle licence à partir de 2007, Pikmin. Ah, vous êtes encore là? Super. Allez, maintenant la plage, c'est fini, mais calmons-nous. On n'en est qu'au début de la montée. Ici, on est sur la Jolly Roger Bay et on va continuer à grappiner tout en haut. Mais on en est encore très loin. Alors pour vous récompenser, voici votre second détail. Hell is Real 2401, traduit par Hell est réel 2401, fait référence à l'une des plus grosses théories d'internet sur la potentielle présence en secret de Luigi au sein du jeu. La légende a commencé notamment quand les gens ont cru lire sur cette fontaine la dite phrase, alors qu'en réalité c'est plutôt écrit Eternal Star, donc étoile éternelle. Beaucoup pensaient que le 2401 quant à lui indiquait qu'il fallait réunir 2401 étoiles du jeu devant la statue pour libérer Luigi. Ce qui est bien évidemment totalement faux, mais ça a tellement retourné les joueurs qu'une fois le média IGN, un média que vous connaissez bien, a annoncé d'offrir 100 $ de récompense à quiconque prouverait l'existence de Luigi dans le jeu. Par contre, j'ai une question. Si on sait c'est quoi la première phrase au-dessus, donc Eternal Star, c'est quoi qui est écrit en dessous? Ouais, Nintendo nous cache encore pas mal de mystères qu'on n'a toujours pas élucidés. Luigi était cependant bien à la base prévu pour ce titre de la licence. Mais dû aux capacités de la Nintendo 64, il ne put être intégré au jeu, ce qui était déjà bien rempli. Il était aussi prévu qu'il apparaisse dans la suite, le fameux Mario 64 2, de la Nintendo 64.
Au final, les deux frères seront réunis sur la console dans le jeu Mario Kart 64. Quelques détails amusants cependant. Il y a aussi mention de la phrase dans la licence Zelda avec Ocarina of Time. Je pensais d'ailleurs en parler dans une vidéo à part, mais ça aurait servi à rien. Deuxièmement, le cas similaire d'un des frères enlevé d'un jeu s'est répété, avec le premier titre où Mario n'apparaît pas, à savoir Luigi's Mansion. Et enfin, en 2020, exactement 24 ans, 1 mois et 2 jours après la sortie japonaise du jeu, des leaks, dont certains sont persuadés qu'ils étaient volontaires par Nintendo de Mario 64, ont dévoilé le design de Luigi dans le code source de Mario 64. 24 ans et 1 mois après. Donc, 2401, L is real. Mais c'est que vous êtes de sacrés acharnés. Vous êtes encore là? Je vois que vous y avez laissé quelques plumes. Votre barre de vie a baissé. J'aurais peut-être dû faire durer ça jusqu'à 20 détails, voire un iceberg entier. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Posez-vous dans ces belles plaines, mais pas trop longtemps. On a encore du chemin à faire. Il existe plusieurs histoires étranges de lapins autour du jeu Super Mario 64. D'abord, il y a Mips, ou Mipsy, un lapin jaune qui n'apparaît que dans les sous-sols du château de Peach, devant la peinture du niveau Lethal Lava, si vous avez 15 étoiles. La même opération arrivera après avoir récupéré 50 étoiles. Il y avait une mécanique non utilisée dans les fichiers du jeu qui permettait de jeter le pauvre petit bonhomme. Cela a probablement été retiré à cause du côté tabassage d'animaux du geste. Mais l'animation, elle, est restée dans les fichiers du jeu. Il existe aussi un bon nombre de glitches avec ce Mips, utilisé dans pas mal de speedruns, pour notamment traverser des murs. Dans les fichiers, on retrouve également une variante rose du lapin, qui n'a jamais été utilisée dans la version finale du jeu, et c'est cette version qui est appelée Mipsy. D'une même manière, dans la version DS de Super Mario 64, Mips est remplacé par une variété de lapins aux couleurs des personnages du jeu. Ceux de Mario par exemple sont roses. Eh bien, dans le manuel du jeu, on retrouve un screenshot d'un lapin mauve, qui peut être lié à Waluigi, avant de finalement ne pas être utilisé. Certaines personnes pensent qu'il s'agit simplement d'un des lapins roses de Mario, et d'autres pensent, comme je l'ai dit, qu'il est possible de débloquer le Waluigi dans le jeu, voire même que cela est lié au fameux L is real 2401. Spoiler, c'est juste un lapin rose. Ouh, pardon, pas la bonne licence. Très bien, j'ai compris. Vous rigolez pas, vous montez vraiment. Je vais d'abord passer par la château de Peach me faire un petit café. Donc, je vous laisse prendre les devants. Montez, je vous rattraperai. Comme de nombreux jeux, Super Mario 64 possède de nombreux produits dérivés, notamment des mangas à son effigie, quelque chose de naturel et pas spécialement étonnant pour des jeux qui viennent du Japon. Et bien dans l'un de ces mangas, un sorti en 1996, les joueurs ont pu constater avec effroi une image de Mario sous terre, avec un champignon sortant de son dos, semblant indiquer que Mario est mort. Ça fait d'ailleurs un peu penser à The Last of Us, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas lié, les deux jeux sont pratiquement séparés par 20 ans d'écart. Pas mal de personnes se sont posé la question de la signification de cette image. Et bien il semblerait qu'il s'agisse de l'explication autour des one-up de l'univers des jeux. Ces champignons qui vous donnent une vie supplémentaire viendraient donc des cadavres des anciens Mario, des anciennes vies que vous avez perdues en jouant au jeu. Le cycle de la vie. Que la vie trouve toujours un chemin. Dans un même registre, les mangas ont aussi montré comment Mario récupérait de l'air avec les pièces dans le jeu. Si dans Sonic par exemple, on doit avoir des bulles que l'on voit sur l'écran, dans Mario 64, on doit simplement collecter une pièce pour récupérer de l'air. Essayez de récupérer un anneau pour reprendre de l'air dans Sonic et vous l'aurez dans l'os. Et bien, dans le manga, il montrait que Mario casse les fameuses pièces et aspire des bulles d'air qui étaient à l'intérieur. Tout simplement. Ouch! Je vois que vous êtes tombé. Vous avez essayé de monter tout seul et vous êtes pété la gueule. Apparemment, il vous faut un guide. La tasse disparaît pendant le fond vert, c'est une tasse magique. Aïe. C'est quand même moins froid ici, hein. Mais ne vous habituez pas trop, parce que plus on va monter, plus il fera froid. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Ok, pas de soucis. Il existe dans le jeu plusieurs limites de pièces que vous pouvez récolter. La première est la limite de 999 pièces récupérables qui bloquent le joueur et l'empêche de récolter plus de pièces. Si vous essayez, le son des pièces se lancera, mais le compteur lui ne changera pas.
La version japonaise du jeu est privée de cette limitation et permet de récupérer autant de pièces que vous voulez. Il existe bien évidemment plusieurs glitches pour récupérer plus de pièces, notamment en les clonant, mais certains niveaux ont une limite de pièces obtenables prédéfinie, comme le Big Boo bloqué à 151 pièces, comme le nombre de Pokémon de la première génération. Rien de lié, je trouve ça juste fun comme anecdote. Quoi qu'il en soit. Mais il existe aussi une seconde limitation invoulue des devs du jeu, et là je vais donner des détails qui sont peut-être un peu faussé parce que j'ai dû traduire un truc, mais en gros, si j'ai bien compris, la fameuse limite vous empêche de rentrer plus de 255 pièces dans le tableau de score du jeu. Le compteur de pièces se réinitialisera tout seul à 0 si votre nombre de pièces est un multiple de 256. Oui, encore ce chiffre, comme pour le nombre de niveaux dans Pac-Man ou l'histoire du syndrome de l'avant-ville, je vous conseille de regarder la vidéo sur le sujet si vous voulez comprendre un petit peu de quoi je parle. Bah bordel! Ils savent pas me des escaliers plutôt que de sauter au-dessus des trous comme des cons pendant 40 ans? Tu vas faire un parcours de combattant pour ranger un verre. Bref, trêve de discussion inutile. Nous voici au milieu de notre voyage que nous parcourons ensemble. Bravo! Plus de jolies plaines vertes, ça c'est fini. On monte toujours plus haut. Oui, vous avez bien lu. Super Mario 63. Ici, il ne s'agit pas d'un préquel ou d'un quelconque jeu annulé, simplement d'un fangame sur internet. Le développement du jeu a commencé en 2006 par Renault, qui possède une chaîne YouTube d'ailleurs, la même année que la sortie de son premier fangame, Super Mario Sunshine 64. Le jeu était alors assez buggé et incomplet, donc le créateur décide d'en faire une toute nouvelle version, nommée Super Mario Sunshine 128. Le jeu deviendra une refonte entière et s'inspirera largement de Mario 64, mais aussi de Galaxy et Sunshine. De 2006 à 2007, le jeu est créé avec plusieurs power-ups supplémentaires, comme les Shine Sprites au nombre de 63 et les Star Coins au nombre de 64. Finalement, la version 1.1 du jeu changera pour du 64 pour les deux. En 2008, le jeu sort avec comme nom Super Mario 63 et sera très bien reçu, considéré comme l'un des meilleurs fangames de Mario. La version finale du jeu sortira en 2009 et des mises à jour seront ajoutées jusqu'en 2012. Deux autres jeux seront développés par des fans, avec l'autorisation de Renault, le créateur original, Super Mario 63 Redux, qui est un remake, et Super Mario 127, une suite actuellement encore en développement puisqu'une nouvelle mise à jour a été annoncée récemment. Vous devriez faire attention, vous êtes midlife. Encore 4 vies et vous mourrez. Mais bon, on vient de dépasser la moitié du trajet, il nous reste 4 étapes. On est bientôt à la fin, mais ne nous pressons pas trop, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Vous êtes prêts? On va gravir l'une des montagnes des plus impressionnantes créatures de l'univers de Mario, le roi Womp. Alors écoutez, montons. Dans le jeu Super Mario 64, Peach se fait à nouveau capturer par Bowser, qui enferme la princesse dans les murs du château. Elle est donc un personnage non jouable et complètement absente jusqu'à ce qu'on termine le jeu et qu'on la libère après avoir parcouru le royaume champignon pour récupérer les étoiles. Dans la fin du jeu, Peach apparaît en face de la grande fenêtre à l'avant du château. Selon certaines personnes, l'espace entre la fenêtre à l'intérieur et à l'extérieur du château est illogique, avec plusieurs mètres impossibles. Des croquis et des plans existent sur internet pour montrer cela. De plus, les supposées deux fenêtres ont toutes les deux des couleurs de fond différentes. Une est bleu foncé et la seconde est mauve. Ce qui confirme pour certains la théorie. Eh bien, beaucoup pensent qu'il existe en réalité deux fenêtres et que la princesse est enfermée entre ces deux fenêtres. D'autres pensent qu'il y aurait une pièce impossible, des pièces dans le jeu qui sont inatteignables et qui existent à différents endroits. Pour la petite anecdote, le nom de Peach au départ est Princesse Toadstool, comme on le voit sur la lettre qu'elle nous envoie. Il fait froid ici, non? Ça va vous? Vous avez l'air frigorifié. Je bégaye tellement que j'ai froid. Écoutez, c'est pas le moment de redescendre. Vous venez de dépasser la moitié du trajet. Et depuis un petit moment maintenant. C'est trop tard, c'est trop dangereux pour revenir en arrière. Alors continuez à monter. Plus que 3 étapes et vous atteindrez les sommets. Je vous parlais justement de la théorie de la pièce impossible à atteindre dans le château de Peach. Mais les Impossible Coins, c'est quelque chose de plutôt présent dans le jeu. Il existe une Impossible Coin, notamment dans la Tiny Hug Island, et cela dû au fait que les pièces apparaissent toujours par intervalles réguliers, impliquant certaines d'entre elles à bugger dans les textures du jeu.
Mais il n'y a pas que les pièces qui sont impossibles à atteindre, il y a en effet d'autres objets. Par exemple, certaines copies du jeu ont une 121e étoile inaccessible, seulement par des ROM hacks ou des techniques impliquant du no-clip et autres. Une seconde serait enfouie sous le Snowman Land. Ou encore un Goomba impossible à battre dans la Sky Course. On voit bien un Goomba au fond et l'explication est plutôt simple. Les Goombas apparaissent toujours dans le jeu en forme de triangle équilatéral. C'est toujours le cas, quoi qu'il arrive, ils seront 3 dans cette forme. La théorie principale serait que la disposition des Goombas ferait tomber le Mystery Goomba au fond du level. Il serait légèrement décalé par rapport à d'habitude, le rendant alors impossible à tuer vu que Mario meurt avant de l'atteindre, même encore aujourd'hui. De plus, le Mystery Goomba finit par disparaître tout seul quand il est trop éloigné du joueur. Notre voyage se referme bientôt. Vous avez parcouru un long chemin. Il vous reste plus que 2 étapes avant la fin. Écoutez, vous êtes courageux, la fin est proche. Continuez de monter toujours plus haut. À l'E3 de 1996, un panel est dédié à Super Mario 64. Durant le panel, une image très spéciale arrivera d'une tête gigantesque de Wario dans un des couloirs du château de Peach. On trouve également 2 morceaux musicaux dans le jeu rattachés à cet événement. Depuis, certaines personnes disent être sûres de l'avoir vu dans leur partie de Mario 64. De nombreuses théories sont arrivées pour expliquer l'apparition de cette énorme tête de Wario dans le jeu. L'une d'entre elles raconte que cette tête de Wario devait être le début d'un boss fight entier contre Wario dans le jeu, ce qui aurait été sa seconde apparition dans un jeu Mario et sa seconde apparition en tant que boss. Une autre théorie veut que beaucoup auraient imaginé avoir vu Wario comme un boss tapis dans l'inconscient collectif de personnes voulant à tout prix tomber dessus et pouvoir se vanter de ce secret, un petit peu à la manière des Herobrine. D'autres personnes pensent encore qu'un jeu entier sur Wario était prévu pour la Nintendo 64, et que cette apparition n'était que le prélude du jeu Wario Land 64, mais ce jeu n'a bien évidemment jamais vu le jour. Et autre théorie, d'autres personnes pensent qu'il s'agit d'un boss qui serait personnalisé à chaque joueur. C'est possible ça ? Eh bien bravo, vous avez monté, vous êtes à l'étape finale. On est parti du bas de la plage jusqu'à la fameuse route arc-en-ciel. J'ai une récompense à vous donner, mais avant tout, j'aimerais vous raconter une dernière histoire. Une histoire finale qui lie tout ce dont on a parlé durant notre ascension. Vous voulez bien ? Alors allons-y. Il existe une théorie, la plus importante de toutes, qui relie tous les points dont on vient de parler dans cette vidéo. Cette théorie est pour la plupart du temps avérée. Toutes, et je dis bien toutes, les copies vendues de Super Mario 64 sont personnalisées. Chacune d'entre elles possède un petit détail différent par rapport aux autres. Parfois c'est peut-être minime, mais elles sont là. Il existe même une page internet rassemblant les différentes versions du jeu avec leurs caractéristiques par rapport aux autres versions. Parmi les anomalies rapportées, un fuck à la petit signe de Pet Mario, une copie de Mario sans visage, une copie où le personnage de Dory aurait un visage beaucoup plus menaçant que dans la configuration du jeu de base, etc. Cela se réduit à une IA expérimentale de personnalisation de la cartouche du jeu intégrée au sein de chaque copie de Super Mario 64 et qui s'adapterait de différentes manières à la partie du joueur, à son niveau et à son style de gameplay sur plusieurs assets du jeu afin d'adhérer au plaisir du joueur. Cette théorie a complètement retourné l'imaginaire des fans. En effet, avec cette idée en tête que toutes les copies sont différentes, chaque entrée de l'iceberg de Super Mario 64 peut être expliquée. Vous connaissez tous le même iceberg, cette image d'iceberg où on regroupe tous les détails autour d'une œuvre et qu'on les place sur une image d'un iceberg. Et bien le départ de ce mème, c'est justement le nombre de mystères autour de Super Mario 64. Tous ces détails seraient expliqués par la personnalisation de chacune des copies du jeu. Votre jeu semble un peu différent, personnalisation. Vous avez un niveau où vous apparaissez sur la droite d'un écran plutôt que d'être au centre, personnalisation. Le Mystery Goomba, personnalisation. Une étoile en plus, personnalisation. Incroyable, non? Mais si je vous disais que c'était pas qu'une simple théorie, et que ceci était avéré pour le coup, vous en penseriez quoi? Nous voici donc au final de notre grande aventure. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous souhaite de vous délecter de ces belles histoires. Moi en attendant, écoutez, je redescends, parce que ce soit dans le ciel, dans la mer ou sur de grandes plaines vertes, il existe toujours des histoires à raconter.
Here we go!